bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux à l'activité qu'on vous présente aujourd'hui pour faire un petit peu l'histoire, le tour de l'histoire de Lambton bonjour, que l'on a dépouillé, si on veut, depuis les 2 dernières années. André Girard, l'historien de Saint-Sébastien, et puis moi, on a travaillé ensemble, mais c'est lui qui travaille le plus. C'est faux, c'est faux. On travaillait fort, mais c'est lui qui était le spécialiste. Alors, c'est ça, durant 2 ans, il y avait eu un projet il y a 2 ans de faire le tour de l'histoire de Lambton, essayer de trouver ce qui n'est pas dans le livre du 150e. Le livre du 150e, c'est l'histoire des familles qui étaient là quand on a fêté 150 ans, mais il y avait du monde qui était parti. Alors, on a fouillé ça, et c'est pas évident de mettre ça dans quelque chose de synthétisé. On a un peu synthétisé la ligne du temps de Lambton, ce que vous voyez en arrière de vous. On a fait un circuit patrimonial qu'on met en valeur le patrimoine bâti. On a fait une petite exposition qui représente un peu la vie de l'époque des draveurs, des bûcherons. Alors, un peu aujourd'hui, on veut vous présenter surtout l'histoire de Lambton, mais c'est surtout une interaction, c'est une causerie qu'on veut faire. Alors, André a pensé vous présenter quelques petites capsules. On va faire des petites pauses, on va interagir, on va faire une petite capsule, ce genre d'interaction. Nous disait, on a travaillé 2 ans sur le patrimoine bâti, sur les différentes maisons qu'on trouvait qu'il y avait un intérêt patrimonial. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt parler de ce qu'on a appris en faisant ces recherches autour des différentes maisons. Ce qu'on a appris, que je trouve, en tout cas, que je pense qu'il est un peu différent de ce qu'on savait sur notre histoire locale, et aussi des événements qui ont passé un peu inaperçus dans notre histoire, et certaines spécificités de notre région. Si vous avez des questions, je n'ai pas de m'interrompre, ça me fait plaisir. Puis d'ailleurs, Kathleen a dit qu'elle s'en changerait de toute façon. OK, le premier sujet que je voudrais aborder, c'est justement le développement, la spécificité du développement de notre région ici, c'est-à-dire ce côté ici, dans l'ancien comté de Frontenac, mais ce côté ici des Morts, sa spécificité quant à son développement, sa colonisation, par rapport au développement des cantons de l'Est en général. Pourquoi? Parce que si on lit les différents documents sur l'histoire de Lambton, on rentre tout de suite, on dit, bon, c'est ça, ici, ça a été développé par les Anglais, tranquillement, il y a eu des quartiers français. C'est vrai en général, mais il faut faire attention lorsqu'on va parler de notre région en particulier. Si on reprend l'histoire du début, en tout cas du moment où les cantons de l'Est vont représenter un intérêt, ça va se produire vers la fin du 18e siècle. Pourquoi? Parce que du temps de la Nouvelle-France, les cantons de l'Est est une région qui va rester inhabitée et très difficile d'accès de toute façon. Et c'était dans l'intérêt de tous, et particulièrement des Canadiens français ou de la Nouvelle-France, parce qu'on était très peu nombreux, de l'ordre de 10 fois moins nombreux que la Nouvelle-Angleterre dans la majorité du temps. Donc, c'est une bonne affaire qu'il y ait une région, ce qu'on appelait un no man's land, entre nos deux contrées, pour éviter, parce qu'on n'aurait pas résisté longtemps si on avait eu à affronter quotidiennement les Anglais. Donc, durant le temps de la Nouvelle-France, il y a eu très peu de développement dans notre région. Notre région va devenir intéressante après la conquête, mais encore plus vrai après la Révolution américaine, parce qu'à ce moment-là, les Anglais, qui étaient depuis le début en position de force, en position majoritaire en Amérique du Nord, du jour au lendemain, la situation pour eux s'est inversée. Ils se sont retrouvés à occuper la région qui venait de conquérir, c'est-à-dire la Nouvelle-France. Ils ont été expulsés par les Américains de la Nouvelle-Angleterre. Et ils se trouvaient minoritaires dans un pays qui devait essayer de conserver. Donc, rapidement est venu pour eux
le besoin de protéger ce territoire-là et face à l'ennemi éventuel qui était devenu les Américains, et de l'habiter. Et il faisait et il ne pouvait pas le faire comme il l'avait fait quelques années plus tôt. Vous avez tous entendu parler des Acadiens. En 1755, les Anglais étaient en position de force. Alors lorsqu'il avait eu le temps d'occuper le territoire, c'était très facile. Ils ont exilé les Acadiens et occupé le territoire. Ils n'étaient plus en mesure de faire ça après leur défaite face aux Américains. Alors ils ont dû plutôt pactiser avec nous. Ils nous ont même redonné des droits qu'ils nous ont enlevés, dont entre autres le serment de justesse, où ce qu'on devait abjurer pour pouvoir obtenir un poste en Nouvelle-Angleterre, dans le Canada. Là, on nous a même permis d'utiliser le code civil, donc ils nous ont redonné des droits qu'ils nous avaient enlevés pour éviter qu'on soit tenté de rejoindre les États-Unis. Mais le problème fondamental restait quand même, il devait faire en sorte d'occuper, de renverser le déséquilibre démographique auquel il faisait face, c'est-à-dire il était peu nombreux dans le Canada. Et le seul territoire où il pouvait éventuellement coloniser et occuper, et de telle sorte de renverser ce déséquilibre démographique, c'était les cantons de l'Est. Et au début, ça va se faire naturellement parce que les loyalistes qui ont fui la Nouvelle-Angleterre sont venus s'installer ici, dans ce qu'on appelait l'Amérique du Nord britannique. On les a installés dans le bout de particulièrement de Missisquoi, en bordure. C'est là qu'on les installait au début. Ça devenait notre première ligne de défense. On savait que ça devenait notre première ligne de défense face aux Américains parce qu'on savait que ces gens étaient très se battraient hardiment pour défendre le territoire parce qu'il avait déjà fui les États-Unis. Petite distinction ici qu'il faut faire parce que souvent on mêle deux choses. On dit loyaliste, mais pas nécessairement royaliste. Parce qu'il y a une distinction qu'il faut faire qui est très importante entre les deux. Au début, c'est vrai que souvent on peut mêler, mais il y a vraiment une distinction à faire. Puis la distinction est que les gens qui ont quitté les États-Unis, effectivement, il y avait un attachement pour la couronne, il y avait surtout un attachement à l'Angleterre comme telle qui représentait la force économique, la force politique. C'était la puissance de l'époque, la puissance maritime, la puissance économique. Alors, ils voulaient surtout, en priorité, préserver le lien avec l'Angleterre plus que préserver le lien avec la couronne, parce que la famille royale n'était pas vraiment aimée parce qu'en gros, c'est une famille allemande, ce qui va rester longtemps. C'est que les rois d'Angleterre, comme Georges III, étaient aussi rois de Hanovre, qui est aujourd'hui une province d'Allemagne. Donc, il était déjà mal intégré, il n'était pas vraiment bien intégré à la société britannique, donc on n'avait pas un amour infini face à Georges III et sa famille, en plus, dont les enfants en plus étaient remarqués par leurs frasques et leurs certaines débauches, pas aussi graves, que des choses qu'on peut remarquer aussi sur la famille royale d'Angleterre. Ils ont beaucoup de problèmes avec la reine Elisabeth avait des problèmes avec ses enfants, et Georges III avait des problèmes avec ses enfants aussi. Donc, juste pour distinguer royalistes et les loyalistes, effectivement, c'était des loyalistes qui vont, comme je disais, s'implanter dans le sud des cantons de l'Est. Ça va être la première arrivée de personnes. Sauf que ils n'étaient pas assez nombreux pour vraiment occuper tout le territoire, donc on a dû modifier notre stratégie et le gouvernement anglais, le gouvernement
la patrie, a décidé de prendre des mesures pour favoriser l'apport de Britanniques dans les cantons de l'Est. Britanniques, j'entends des Anglais, des Écossais, des Irlandais. On va voir des Irlandais dans le bout de Ireland, entre autres, des Écossais, on va le voir dans le bout de Gould, dans le bout de lac Mégantic. Il va y avoir des populations qui vont commencer à s'établir là, mais encore là, après quelques années, je pense entre autres, pour avoir travaillé sur la région de lac Mégantic, je pense aux Écossais qui arrivaient de l'île de Lewis, ils se sont rendus compte qu'on leur avait promis mers et mondes, et rendus ici, ils se sont rendus compte que les territoires n'étaient pas aussi intéressants qu'on leur avait promis. Et finalement, ils se retrouvaient dans une situation qui semblable à ce qu'ils vivaient en Écosse, mais en plus, sauf que maintenant, ils étaient éloignés de leurs proches. Alors, ce développement par le biais des Britanniques s'est pas fait de façon aussi intéressante que le gouvernement anglais. Et donc, ça s'est comme un peu atténué. Par contre, chez les Canadiens français, on vivait une situation qui était contraire et qui était diamétralement opposée, dans le sens que notre population avait été contrainte d'exister, d'occuper que les anciens territoires sous le régime seigneurial. Et d'ailleurs, les Anglais, la première chose qu'ils ont faite lorsqu'ils sont arrivés, ils ont coupé toute possibilité d'expansion des seigneuries. Et du fait de notre grande fécondité, les familles canadiennes françaises étaient beaucoup plus nombreuses que les familles anglaises d'ailleurs. Rapidement, on s'est retrouvé surpeuplé dans le territoire, dont la Beauce en particulier, mais dans différents territoires de l'ancienne Nouvelle-France. On était surpeuplé et on ne pouvait plus indéfiniment fractionner les terres pour les distribuer aux enfants. Donc, c'était souvent les aînés qui avaient même des fois l'aîné qui avait la terre. Pour les femmes, et je m'excuse pour les femmes qui sont ici, c'était pas vraiment un problème parce qu'on se disait on va les marier à des habitants du coin, c'est pas le problème. On espérait que l'Église s'occupe, en prenne à sa charge un ou deux prêtres ou un frère ou des religieuses, mais il reste que beaucoup de nos familles se retrouvaient dans une situation un peu bizarre, c'est qu'on était une société rurale, une société d'agriculteurs, mais que beaucoup de gens n'avaient plus de terre à exploiter. Je pense entre autres à la famille Lebrec qu'on a rencontrée au fil de nos recherches. Magloire Lebrec, qui arrive ici vers 1855 à peu près, il vient d'une famille nombreuse, une famille qui était dans une partie de la Beauce. C'était de Bellechasse, je ne me rappelle plus exactement l'endroit, mais il vient en dehors des cantons de l'Est. Magloire, son père est mort très jeune, donc la terre a passé à son frère, la terre familiale a passé à son frère, et lui n'a pas pu faire autrement que de devenir instituteur. C'était pas un défaut, c'est le contraire. Mais autrement dit, il n'a pas pu faire le métier d'agriculteur que sa famille faisait avant presque la fin quarantaine. Et ça, c'était le lot de plusieurs de nos gens. C'est qu'on devait se trouver d'autres métiers. Dans ce cas-là, il a été instituteur, plus tard il va devenir marchand. Mais éventuellement, on pouvait soit... si on ne se trouvait pas des métiers du genre, c'est s'expatrier aux États-Unis. Donc, tranquillement, particulièrement de la deuxième moitié du 19e siècle, les Canadiens français ont décidé de forcer le développement dans les cantons de l'Est. Ce qui va se faire, que ça va être un peu difficile parce qu'au début, les Anglais ne voulaient pas nous avoir. Même s'il y avait de l'espace, ils ne voulaient pas nous avoir, puis même ils décourageaient.
il y avait des batailles qu'on retrouvait avec les Canadiens français. On leur menait la vie dure pour les désintéresser de venir ici, sauf que nous autres, on n'avait pas le choix, on débordait. Et tranquillement, on a commencé à occuper ces territoires-là. Donc, ça nous montre, et d'ailleurs les recensements ici vers 1851 vont nous montrer un portrait passablement différent, comme je voulais vous dire au début, de notre région par rapport au reste des cantons de l'Est. En 1851, la population de Lambton, c'est exclusivement canadienne-française. Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas vraiment ce que sur les différents Sherbrooke ou même à Lac-Mégantic, qui est ici. Mais à Lambton, toute la région, notre région ici, là, c'est. On dit canadien-français à 100%, mais en réalité, si on fait des recherches, on trouve un Thomas Rushford qui est d'origine irlandaise catholique, mais qui en réalité il venait de. C'était un ami de l'abbé Bois qui arrivait de Saint-François d'Assise qui est Beauceville aujourd'hui. On voit, on sait qu'il arrive avec sa sœur. Il y a peut-être 1 ou 2 Anglais sur les 558 que je vérifiais tantôt. Donc c'est vraiment exclusivement des Canadiens français. Ce territoire ici a été occupé au départ par des Canadiens français, et non par des Anglais, contrairement à ce qu'on semblait dire, parce que ce qu'on disait avant, c'était général pour l'ensemble des cantons de l'Est, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'Anglais au départ, tranquillement vont être remplacés par des Français, mais dans notre région ici, c'était des Canadiens français.